Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Comme vous le savez, chaque semaine nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde, et ce grâce bien sûr à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonjour Georges. Bonsoir aux auditeurs, en tout cas aux téléspectateurs d'Éclair TV. Alors notre premier thème de la semaine concerne l'annulation des élections municipales au Lamentin et à Capesterre de Marie-Galante. Votre analyse de la situation de ces deux communes dans un instant. Georges Calixte, les élections municipales au Lamentin et à Capesterre de Marie-Galante notamment ont été annulées. Une délégation spéciale a été nommée par le préfet. Dans quelles conditions une délégation spéciale est-elle nommée ? La question m'a souvent été posée par de nombreuses personnes que je rencontre. Par le fait que les élections étaient annulées, il y a eu, vous l'avez dit, une nomination d'un certain nombre de personnalités dont on verra le profil par la suite. Alors, sur le plan du droit, la première question qui m'a été posée, mais à un moment donné, le Conseil d'État s'est prononcé à annuler l'élection et certains élus ont continué pour autant, dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi, à signer des documents en tant qu'escalité, en tant que maire ou en tant qu'ayant reçu une délégation. En fait, le droit fait la distinction entre l'annulation, qui prend effet dès la lecture par le Conseil d'État, avec ce qu'on appelle la cessation de fonction. Et la cessation de fonction n'intervient qu'à partir du moment où le maire reçoit officiellement notification avec accusé de réception que son élection a été annulée. Ça correspond en général à la réception dans le même temps par le préfet et par conséquent, il y a une nomination d'une délégation spéciale. Mais il est toujours possible, au nom du principe de la connaissance acquise, que tant qu'il n'y a pas eu porté à la connaissance de l'intéressé que son élection est annulée, il peut continuer à exercer ses fonctions puisqu'il n'est pas en situation de cessation de fonction. Cette cessation n'est effective qu'après réception du document. Mais justement, quel est le rôle du préfet dans cette situation particulière ? Alors, la question m'est souvent posée. Il s'agit d'élus qui ont été donc nommés par le suffrage universel, mais dont l'élection a été annulée. Et quel est le préfet, en tant que responsable des services déconcentrés de l'État, au niveau de la décentralisation? La réalité, c'est que le préfet reste en charge de pouvoir assurer ce qu'on appelle la continuité du service public. Imaginez-vous que parce que l'élection est annulée, il n'y a plus de fonctionnement au niveau de la mairie. C'est tout simplement une menace pour l'intérêt général, puisque le rôle de la mairie est justement d'intervenir sur un certain nombre de champs de compétences pour pouvoir faire avancer des projets ou alors améliorer le quotidien et la qualité de vie des différents citoyens. Donc s'il y a un vide pendant plusieurs mois, ça ne peut qu'être préjudiciable. En tout cas, c'est contraire au principe du droit et en particulier au principe de continuité des services publics. Et quel est le statut de ce nommé par le préfet pour occuper cette fonction ? Alors, il y a une réponse liée à la décentralisation et il y a une réponse liée à la jurisprudence. S'agissant de la décentralisation, pour les compétences décentralisées, le préfet a un contrôle de légalité a posteriori, mais il n'a pas de contrôle d'opportunité sur le choix que pourraient décider les exécutifs par rapport aux compétences qui ont été transférées. Ça veut donc dire, premier élément, la délégation spéciale qui reçoit donc délégation du préfet ne peut pas méconnaître le principe d'antériorité. Ça veut dire qu'elle n'a pas de possibilité de pouvoir, sauf urgence, entrer dans un processus d'opportunité, c'est-à-dire de faire des choix qui, normalement, relèvent tout simplement des élus, dans la mesure où c'est le suffrage universel qui donne à ces élus
la capacité de prendre des décisions exorbitantes du droit commun, ça veut donc dire d'avoir les moyens d'agir au nom de l'intérêt général, donc supérieur à l'intérêt privé. Et c'est vrai que si les membres de la délégation ont cette capacité à pouvoir effectivement assurer la continuité, ils peuvent assurer la continuité de ce qui a été lancé par la collectivité antérieurement avant l'annulation, et ils ne peuvent avoir ce pouvoir d'opportunité qu'à la condition qu'il puisse y avoir effectivement une urgence qui soit dûment justifiée. Maintenant, ça c'était pour le côté décentralisation. Il y a aussi le côté jurisprudence. Cette délégation spéciale voit son statut assimilé à des fonctionnaires de fait. Alors, qu'appelle-t-on fonctionnaire de fait? En fait, c'est une construction jurisprudentielle. Rappelez-vous que, par exemple, vous présentez un concours. Vous réussissez à ce concours, un candidat s'estime lésé, il demande l'annulation du concours et que, par conséquent, le juge se prononce 2 ans après. Mais pendant 2 ans, vous avez été nommé en tant que fonctionnaire, vous avez été rémunéré en tant que fonctionnaire, et si on suit la logique, vous êtes censé, puisque le concours a été annulé, n'avoir jamais été nommé, et par conséquent, vous vous retrouvez dans une situation à devoir rembourser les sommes, puisque le concours a été annulé, vous avez été nommé en tant que fonctionnaire à tort. Eh bien, justement, la notion de fonctionnaire de fait permet de considérer qu'il y a eu dans tous les cas l'apparence de l'exercice des prérogatives liées aux fonctionnaires, et que, donc c'est la théorie de l'apparence, et que cette apparence justifie que vous avez effectivement réalisé la mission d'un fonctionnaire et vous n'avez pas par conséquent à rembourser les sommes pour lesquelles il y a eu l'annulation. Les membres de la délégation sont sur cette même logique, à savoir qu'ils ne sont pas élus. Ils n'ont pas l'onction du suffrage universel. Ce ne sont pas non plus des fonctionnaires nommés. Ils n'ont pas été nommés par la collectivité. Donc ce sont en général bien des personnalités qui connaissent bien le fonctionnement des institutions publiques décentralisées que le préfet nomme, d'anciens maires, du personnel de la préfecture ou d'autres personnalités. Mais cependant, ils ne disposent pas de prérogatives qui vont au-delà de celles qui sont considérées comme étant des fonctionnaires de fait. Autrement dit, ils font fonctionner la mairie, ils organiseront les élections, mais s'il y a une décision importante qui engage d'un point de vue stratégique la mairie, ils ne peuvent pas se livrer à cette décision d'opportunité, sauf s'il y a une urgence qui doit être dûment justifiée au nom de l'intérêt général. Donc en fait, c'est beaucoup plus une délégation dite de transition qu'une délégation qui, en lieu et place d'un exécutif municipal, exercerait un certain nombre de prérogatives. En fait, leur rôle est tout simplement de suppléer le préfet pour assurer la continuité du service public. Provisoirement. Provisoirement, de toute façon, le préfet doit nommer dans les 8 jours la délégation spéciale, ce qui a été fait pour le Lamentin, vous l'avez dit, Capesterre de Marie-Galante. Et cette délégation dispose de 3 mois pour organiser des élections. Une fois que ces élections sont organisées, les prérogatives de la délégation tombent de droit. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. La crise sociale en Guadeloupe s'étale et ne faiblit pas avec des affrontements, forces de l'ordre, manifestants, cette semaine encore. Faisons le point ensemble dans un instant. Un policier blessé, un journaliste secoué, des barrages dressés en marge de l'appel à la grève générale. Comment évolue la situation depuis le début de la crise ? Il y a ce qu'on appelle des temps forts, à savoir qu'il y a une insistance forte sous les barrages, et il y a des temps beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que jusqu'au 19, dans la semaine par rapport à notre dernière intervention, jusqu'au 19 janvier, on a assisté à quelques barrages ponctuels qui étaient concentrés dans la région de Bouliki, de Sainte-Anne. Et les choses se sont dégradées, donc hier, lorsqu'il y a eu un affrontement qui a commencé avec les manifestants, entre les manifestants et les forces de l'ordre sur la route du Rézé, avec ensuite
le déchaînement, en tout cas les éléments de violence que nous connaissons. Ce que l'on peut conclure par rapport à notre dernière rencontre, on voit que le collectif, je ne pense pas que ce soit une volonté, mais par coïncidence, il y a eu la mobilisation au niveau national des enseignants et il y a eu un appel à la grève générale du collectif. Objectivement, ces deux éléments devraient renforcer la base. Et c'est vrai que la difficulté du collectif à l'heure actuelle, c'est en tout cas, non pas son impossibilité, mais ses limites à pouvoir élargir cette base au point de gagner l'opinion publique. Et que voit-on par exemple? Et on peut voir les éléments chronologiques. Dès que le collectif au départ avait appelé à la mobilisation, où il y a eu des barrages érigés un peu partout à la Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation que je qualifie de beaucoup plus militante que populaire. Et même les jeunes qui étaient présents, lorsqu'ils se sont exprimés, ils ne se reconnaissaient pas tous à travers les revendications du collectif. Il y a une deuxième étape où, sur le plan syndical, il y a eu, en tout cas, un problème, non pas un problème exacerbé, mais cependant des divergences d'appréciation qui ont généré une limite au niveau de la cohérence, hein, parce que vous avez vu les travailleurs des produits pétroliers, vous avez également vu au niveau de l'hôtellerie. Pour les pompiers, les suspensions ont été appliquées, mais avec une grande souplesse. Ils n'ont pas eu de conséquences dommageables au niveau de leur salaire. Et c'est vrai qu'on a senti que la mobilisation catégorielle également perdait en intensité. Le mouvement était relancé dans un troisième temps avec les associations nationalistes, en particulier les associations carnavalesques ou d'autres associations, mais en même temps on voit un tassement de cette mobilisation et vous voyez bien que la stratégie actuelle du collectif consiste pour imposer, en tout cas chercher à amener les élus à la table de négociation, consiste à dire, écoutez, je demande à tous les travailleurs des collectivités, ça a été le mot d'ordre d'hier, d'entrer en grève. Tous ces appels à la mobilisation cherchent à élargir une base militante, puisque la base populaire, si vous voulez, n'a pas pu être constituée au fur et à mesure que les semaines sont passées. Il y a même eu, on peut dire, parfois des incompréhensions, et je maintiens que si la majorité de la population reconnaît la nécessité peut-être probablement que certains se fassent vacciner ou pas d'autres, mais il n'y a pas forcément un consensus populaire sur les stratégies, ni même l'idéologie qui sous-tend les approches du collectif, et par conséquent, cette tentative d'élargissement de la base se traduit toujours par une démarche surtout militante. C'est ce qui explique les difficultés du collectif à rassembler beaucoup plus. Oui, alors ces difficultés, à mon avis, sont liées à l'image même que le syndicat a acquis depuis maintenant quelques années. Le syndicat est perçu par rapport à une addition de moyens pour permettre la satisfaction d'un certain nombre de problématiques qui sont liées à soi. Donc quand on ne peut pas les régler soi-même, on cherche des leviers pour pouvoir les régler en associant des personnes qui ont les mêmes préoccupations que nous. Cependant, ces préoccupations restent catégorielles. Lorsqu'il s'agit de passer à un stade beaucoup plus idéologique, ou qui parle d'idéologie, où le dogme et l'irrationnel se côtoient. Et c'est vrai que la population, on a quitté le temps des grands mouvements de foule avec l'appel aux masses, aux classes laborieuses. C'est dépassé. Les préoccupations sont beaucoup plus individualistes et liées à soi. Et on constate qu'il y a cette difficulté à pouvoir effectivement rassembler. Donc, me direz-vous, mais est-ce qu'il y a
des perspectives. C'est la question qui est dans toutes les têtes, depuis quelques semaines. Y a-t-il des perspectives de sortie de crise, Georges Calixte? Je suis maintenant un peu plus optimiste, pas pour les jours qui viennent. Mais au niveau des élus, il y a eu la production d'un mémoire. Ce mémoire a fait des propositions qui s'intitulent d'ailleurs Première proposition des élus et cherche en tout cas une base, en tout cas à être intégré dans la base. Il y a également André Attala, le maire de Basse-Terre, et Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, qui ont dit mais qu'il fallait à un moment donné retrouver les voies de la négociation. Restent maintenant les préalables du collectif et sa capacité à évoluer sur le plan idéologique pour sortir du dogme, en tout cas anticolonial, en estimant que ce qui nous est imposé pour le vaccin relève de l'imposition de la domination coloniale, mais également d'une certaine irrationalité, puisque à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Chacun a ses convictions, chacun, si vous voulez, voit les choses en fonction de son propre référentiel et par conséquent, je pense que le collectif doit quitter cette irrationalité pour peut-être avoir une approche plus large qui, tout en défendant celles et ceux qui sont suspendus et qui n'ont pas de salaire, ouvrir aussi les négociations sur les problématiques sociétales qui sont posées dans les 30 points de revendication. Passer donc de l'irrationnel à une approche plus rationnelle. Bien, et puisque c'est lié, faisons un point à présent sur le vote de la loi sur l'obligation vaccinale dans un instant. Le 6 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi portant sur la création du pass vaccinal. Ce dernier succède au pass sanitaire pour accéder à certains lieux recevant du public. Quelles dispositions ont été retenues au sujet de cette loi sur l'obligation vaccinale ? Par rapport à notre dernière intervention, il y a eu assez peu d'évolution. Donc c'est un sujet que nous allons traiter rapidement. Le principe reste toujours le même. Le pass vaccinal va remplacer définitivement les possibilités d'entrer dans les bars, les restaurants, les débits, les salons professionnels, les foires. En fait, ceux qui n'auront pas de pass vaccinal seront quasiment en grande difficulté pour pouvoir vivre normalement. Le gouvernement, cependant, et ce sont les évolutions qui ont été apportées par l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu un litige entre les députés et les sénateurs, la commission mixte n'a pu aboutir. D'abord, ça s'applique à partir de 16 ans. Deuxièmement, il pourrait y avoir des exceptions. Si vous prenez les transports pour pouvoir vous soigner, ou s'il y a un motif familial impérieux, vous aurez la possibilité encore de présenter un test PCR ou alors un test antigénique. Les préfets conservent la prérogative de l'application des dispositions au niveau de la loi et vous avez constaté que dans la loi n'a pas été mis à quel moment le pass vaccinal, ses effets, en tout cas les effets de la loi, vont s'estomper. Le Premier ministre s'est exprimé sur ce cas de figure en disant que si la décrue en ce qui concerne le variant Omicron se confirmait, qu'il serait effectivement possible d'envisager qu'il puisse y avoir une application du pass vaccinal beaucoup plus souple. Alors, à quoi va consister cette souplesse ? Eh bien, le texte a précisé que le Premier ministre ainsi que les ministres concernés pourront par décret assouplir les dispositions de la loi. Donc là maintenant c'est prévu et il pourra y avoir des décrets de telle sorte que si la situation sanitaire ne présente plus de danger nécessitant la restriction des libertés pour lutter contre l'épidémie, eh bien, par décret, le gouvernement aura tout à fait la possibilité de pouvoir procéder à des assouplissements. C'est prévu dans le texte. Les préfets, je le répète, gardent encore la prérogative de l'application en fonction des situations qui sont très particulières. Mais je répète que ces prérogatives ne veulent pas dire que le préfet ne va pas appliquer la loi.
Si la situation s'aggrave, le préfet va tout à fait dire attention, là maintenant il faut accentuer le pass vaccinal parce que le pass sanitaire n'est plus opérationnel. Et là, ça fait partie effectivement des prérogatives prévues par la loi. C'est uniquement l'évolution de la situation sanitaire qui va permettre c'est vrai d'adapter la que situation. ce texte est moins impératif que le pass sanitaire parce qu'il laisse plus de souplesse par des décrets d'application. Rappelez-vous que le pass sanitaire, il y avait eu la loi du 5 août, immédiatement il y a eu le décret du 7 août, et ce décret avait une porte, en tout cas laissait des prérogatives très limitées pour que les acteurs locaux s'adaptent. Ce texte, il faut le reconnaître, a une plus grande souplesse en matière d'adaptation. Bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Georges pour votre analyse pertinente. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.